Bonjour à tous et bienvenue aux rencontres du ciel et de l'espace 2018. Merci d'être venus nombreux. Donc on va démarrer cette session dans cette salle Louis Armand avec Emmanuel Baudouin qui s'est chargé entre autres de concocter l'almanach de ciel et espace 2019. Donc il sait mieux que personne ce qui va se passer dans notre ciel l'an prochain. Il vient aussi de publier un livre que vous retrouvez sans doute sur le stand d'AstroSurf, j'imagine, ou quelque part par là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le découvrir. C'est un beau livre bien illustré. Et donc on a attendu quelques minutes parce que quand même il y a la queue à l'entrée des rencontres. Donc je vais pas prendre plus de temps et je vais laisser la place à Emmanuel. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci, bonjour à toutes et tous. Bien, donc effectivement, on va contempler et comprendre quelques phénomènes de 2019 tirés en partie de l'almanach, donc comme l'a dit Jean-Luc. Donc ça sera un petit cocktail, un petit panachage d'événements avec des choses que j'ai essayé de faire les plus variées possibles, les plus amusantes. Alors il y aura des choses faciles, il y aura des choses qui seront un peu plus des petits défis. Il y aura des choses pour les possesseurs de télescopes, d'autres pour l'observation à l'œil nu. Des petits trucs classiques et puis pas mal de choses un peu plus insolites, vous allez voir. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts et j'espère que ça sera le cas. Et puis le pari qu'on peut prendre ensemble, si ça vous dit, ça serait qu'on ait vu tous les événements que je vais vous présenter là d'ici la fin de l'année 2019, si la météo le permet. Essayer de se dire, bon, alors on va essayer de voir au moins tout cela pendant l'année 2019. Alors ça, c'est un petit clin d'œil. Quand j'ai vu le titre de la salle en parallèle de la mienne, que peut-on voir du Big Bang, je me suis dit, c'est une telle formule magique que ma salle va être déserte. J'ai pris peur, donc j'ai fait une slide exprès pour vous donner directement la réponse. Comme ça, vous pouvez rester tranquillement avec moi, on n'en parle plus. Et vous partez pas à 11h15 à côté. La réponse, elle est simple, on ne peut rien voir du Big Bang du tout, on ne peut rien voir de l'univers pendant ces 380 premiers 1000 ans, parce que pendant tout ce temps-là, l'univers était opaque. Donc la plus vieille chose que l'on puisse voir, c'est un univers âgé de 380 000 ans. Voilà, donc vous avez bien fait de venir dans cette salle, vous pouvez rester avec moi sans aucun regret. Et on va parler de choses, je vous garantis, spectaculaires et qu'on peut vraiment, pour le coup, qu'on peut vraiment voir avec ses yeux. Voilà, fin du petit clin d'œil. Bien, alors, donc on va se projeter dans le futur, dans l'année 2019. Et puis, pour prendre un peu le contre-pied des choses classiques, j'ai décidé de commencer par la fin de l'année 2019 et puis de remonter vers le début de l'année. C'est aussi pour que les choses qui vont arriver les plus vite, finalement, dans les mois à venir, soient celles qu'on ait les plus fraîches en mémoire, puisque ça sera celle qu'on a vue en dernier. Donc, on va commencer la fin de l'année 2019, le 11 novembre, avec un petit défilé, qui n'est pas le défilé des Champs-Élysées auquel on pense. Donc, ça sera un défilé qui aura lieu dans le ciel, qui aura lieu l'après-midi. Et ce défilé, c'est celui de Mercure, qui va passer devant le Soleil le 11 novembre dans l'après-midi. Donc c'est un événement qui est très rare et qui permet de voir deux choses que je trouve vraiment très amusantes. Ça permet de voir le mouvement d'une planète quasiment en continu sur son orbite. Donc on sait que les planètes tournent autour du Soleil. Quand on regarde le ciel un petit peu attentivement, on voit la configuration des planètes changer par rapport aux étoiles quand on regarde de mois en mois, de semaine en semaine. Là, l'échelle de temps, elle est quasiment de la seconde, elle est quasiment instantanée. On voit la planète avancer devant le Soleil, et notamment lorsqu'elle est proche du limbe, donc au début du phénomène, on voit ce mouvement en temps réel. Ça, c'est vraiment super. Et puis, l'autre chose amusante dont je voulais vous parler à l'occasion de ce transit, c'est qu'on peut constater directement la différence de taille entre une planète et une étoile. On a une planète devant l'étoile. Bon, elle est un petit peu près de nous, donc il faudrait réduire la taille apparente d'un tiers pour être tout à fait exact. Mais vous voyez que Mercure, même en étant un petit peu vers nous, est beaucoup plus proche que le Soleil et beaucoup plus petite que le Soleil, pardon. Elle est beaucoup plus petite. Alors vous allez me dire, c'est une petite planète, Mercure, elle fait même pas 5000 km de diamètre. Mais le Soleil, c'est aussi une petite étoile. Et donc l'un dans l'autre, tout va bien. On a un bon ratio étoile-planète là avec cette échelle. Voilà, donc constater directement la différence de taille entre une planète et une étoile, pardon.
Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment à l'occasion de ce transit de Mercure. Alors, au passage, ça, c'est une image prise par le satellite SOHO d'un transit de Mercure avec des vues toutes les 10 minutes. Donc, vous voyez à quel point ça avance vite et vous voyez à quel point on peut voir le déplacement de la planète à une échelle de temps beaucoup plus courte que ça. Et puis, quand on voit des images comme ça ou quand on regarde un transit dans le ciel, je ne sais pas si ça vous fait, moi, j'ai cette impression, j'ai l'impression un peu que Mercure est vogue tout près d'un énorme soleil. Quand on regarde ça au télescope, c'est un peu l'impression que ça donne. Et j'ai voulu voir un peu ce qu'il en était vraiment en faisant un système planétaire avec tout à l'échelle, en mettant l'orbite terrestre la plus grande possible dans la diapositive. Alors moi, sur mon écran, ça faisait quelque chose comme 10 cm, le rayon de l'orbite terrestre. Et donc, par rapport à cette taille d'orbite terrestre, j'ai l'orbite de Mercure qui fait à peu près le tiers de ce rayon. Donc, bon, elle est assez elliptique, mais peu importe, ça fait quelque chose de cet ordre de grandeur. Et à cette échelle des orbites planétaires, le Soleil, on peut le représenter comme un petit disque d'1 millimètre de diamètre. Donc, on voit, vous voyez, tout à l'échelle, le diamètre du Soleil par rapport au diamètre des orbites planétaires. Et donc, l'impression qu'on a quand on observe le transit au télescope, que Mercure est tout près d'une énorme étoile, vous voyez que la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. C'est même un peu l'inverse. Bien, alors, malgré tout, le Soleil brûle effectivement Mercure. Vous savez que Mercure, sa surface, elle est à plus de 450 degrés. Donc, même si c'est un petit objet, son rayonnement il irradie très loin autour de lui. Et la zone habitable, elle est pas très large autour de l'orbite terrestre. Hein. Dès qu'on arrive au niveau de l'orbite de Vénus, que je n'ai pas représenté là, qui est aux 2/3 de la distance Terre-Soleil, c'est trop chaud. Et puis dès qu'on arrive à l'orbite de Mars, c'est trop froid. Donc la zone habitable cantonnée à un petit périmètre autour de l'orbite terrestre. Voilà pour les présentations de ce transit. Donc comment ça va se passer dans le ciel ? Pour voir le transit, tout d'abord, il faut utiliser un télescope. Mercure est trop petite pour être visible à l'œil nu. Ce n'est pas comme Vénus qui, quand elle passe devant le Soleil, peut être discernée à l'œil nu. Donc voilà, je vous ai mis un petit dessin de télescope ici. Il faut grossir au moins une 50aine de fois pour quand même distinguer la petite tache noire de Mercure. Et puis j'ai mis un gros point d'exclamation aussi parce que, évidemment, observer un transit de Mercure, c'est observer le Soleil. Et donc, observer le Soleil, ça veut dire ne jamais regarder, même une fraction de seconde, à l'œil nu, dans le chercheur, à l'oculaire du télescope, jamais sans moyen de protection, sans filtre solaire. Donc, si vous comptez observer ce transit et que vous n'êtes pas équipé en filtre solaire, vous pouvez profiter de l'occasion des rencontres pour demander conseil aux spécialistes qui sont sur les stands. Bien, alors le début du phénomène, début d'après-midi, je vous disais, vers 1h, un petit peu après 1h30 de l'après-midi, avec un soleil qui culmine à ce moment-là encore à 20 degrés au-dessus de l'horizon. Alors on est en novembre, donc il ne faut pas espérer un soleil très haut, mais ça sera la valeur la plus haute qu'on pourra avoir. Et vous voyez, je vous ai mis un petit peu les chiffres pour la région parisienne de hauteur du soleil, au début du transit, donc ce que je vous disais, vers 20 degrés. Et puis, les choses ne vont faire qu'empirer au cours de l'après-midi. Le soleil ne va faire que décliner vers l'horizon sud-ouest au cours de l'après-midi. Donc, il faut vraiment regarder la première partie du transit, à partir du maximum du transit, donc au moment où Mercure va franchir le méridien central du Soleil, la ligne de démarcation nord-sud du Soleil, le Soleil ne sera plus qu'à 7 degrés de hauteur et il est probable que l'image soit tellement brouillée qu'on ne voit pratiquement plus Mercure. Et la deuxième partie du transit, n'en parlons pas, le Soleil va se coucher avant la fin du transit. Donc vraiment, il faut penser à observer ce transit dès le début, dès 1h35 de l'après-midi, et surtout pas manquer le contact de Mercure avec le limbe solaire. Comme je vous disais, c'est là qu'on voit le mouvement de la planète sur son orbite de manière la plus spectaculaire. Alors voilà à quoi ça ressemble dans une petite lunette. Hein, ça c'est une photo faite dans une petite lunette. Alors je ne sais pas si vous voyez tous le petit point de Mercure, vous voyez, par rapport au disque solaire, c'est cette petite tache noire ici. Donc voilà la vision. Donc une petite tache noire qui va avancer devant le Soleil, qui va changer de place au cours du temps. Alors c'est une image que j'avais faite en mai 2016,
le temps était nuageux en région parisienne, donc ce n'était pas du tout optimal. On voit un peu là que c'est brouillé par les nuages. Faut espérer qu'on ait une bonne météo pour ce transit du 11 novembre 2019, parce que sinon il faudra attendre 13 ans pour voir le suivant. Voilà, donc croisons les doigts pour une bonne météo ce 11 novembre. Alors, on remonte le temps en septembre, on va s'intéresser aux phases de la Lune en septembre. Alors vous allez me dire, c'est très classique, mais celle à laquelle on va s'intéresser, je vous garantis qu'elle n'est pas si classique que ça. On va s'intéresser à ce qu'on appelle la plus vieille Lune. C'est une observation qu'on peut faire à l'œil nu cette fois-ci, mais qui est quand même un petit défi, vous allez voir. Alors, d'abord, un dessin qui illustre le principe des phases de la Lune. Donc, vous savez tous, la face visible depuis la Terre n'est pas éclairée de la même façon par le Soleil selon la position de la Lune sur son orbite. Évidemment, on ne voit pas la Lune à la nouvelle Lune parce qu'elle est dans la direction du Soleil, et puis l'hémisphère éclairé nous tourne complètement le dos. Donc on ne voit rien du tout. Et plus la Lune est à l'opposé du Soleil, plus elle est facilement visible. Et l'âge de la Lune, c'est donc combien de jours se sont écoulés depuis la dernière nouvelle Lune. Donc on a un croissant de Lune qui apparaît dans le ciel du soir après la nouvelle Lune, typiquement qui est bien visible 3-4 jours après la nouvelle Lune. Le premier quartier, une semaine après la nouvelle Lune. La pleine Lune, qui est évidemment la phase la mieux visible de toute la lunaison, puisqu'à l'opposé du Soleil, la Lune très brillante, 2 semaines après la nouvelle Lune. Et ensuite, la Lune est décroissante. Elle devient observable dans le ciel du matin. Dernier quartier, quelques 22 jours après la nouvelle Lune. Et ensuite, on est en croissant et on se rapproche de la nouvelle Lune et ça devient de plus en plus difficile à voir. Vous voyez qu'un cycle complet, ça dure 29 jours et demi. Et ben moi, je vous propose, en septembre 2019, de chercher à voir la Lune âgée de 28 jours. Donc à seulement 1 jour et demi de la nouvelle Lune. Donc ça, vous allez voir, ça fait une observation assez intéressante. Donc on va voir comment ça se présente dans le ciel. Avant de voir comment ça se présente dans le ciel, je vais vous faire une petite page de pub. C'est comme à la télé, il y a de la pub pendant le... Ouais, mais ça va être beaucoup plus bref qu'à la télé. C'est juste pour vous dire que la grande majorité des schémas que j'ai mis dans cette présentation, la très grande majorité, ont été faits par Emmanuel Delors, et donc sont tirés de notre dernier livre dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, L'astronomie comme vous ne l'avez jamais vu. Et donc vous pourrez feuilleter ce livre sur le stand AstroSurf et voir tous ces schémas d'Emmanuel Delors. Voilà. Et donc, comment ça va se passer dans le ciel ? La pub n'est pas encore finie. On ne fait pas qu'un seul spot de pub quand même si c'est plus bref qu'à la télé. Il y a un deuxième petit spot de pub, c'est pour vous dire que les images du ciel à un moment donné, que j'ai prises pour cette présentation, sont tirées du logiciel Stellarium, que je vous recommande vraiment d'utiliser pour voir la configuration du ciel à un moment donné. C'est un logiciel qui est très précis et qui est très convivial, très facile à utiliser. Donc n'hésitez pas à utiliser Stellarium pour vous remettre un petit peu toutes ces éphémérides en place. C'est un logiciel qui est gratuit et son concepteur, Fabien Chéreau, fera une présentation au cours des rencontres. Je crois que c'est demain. Voilà, fin de la pub. L'image ici montre l'aspect du ciel le 27 septembre vers 6h30 du matin. Ça sera le meilleur moment pour essayer de voir notre fameuse vieille lune dans les meilleures conditions à l'œil nu. Ça sera le meilleur moment parce que d'une part, on est proche de l'équinoxe d'automne à ce moment-là. Et l'équinoxe d'automne, c'est le moment où l'écliptique, donc la route de la Lune, du Soleil et des planètes, est le plus dégagé par rapport à l'horizon le matin. Donc ça, alors, vous voyez, il est comme ça, donc il monte très, très vertical vers l'horizon, au-dessus de l'horizon, pardon. C'est quelque chose d'indispensable parce que la Lune va être proche du Soleil qui, lui, est juste sous l'horizon. Donc il faut que la Lune soit le plus à la verticale possible du Soleil pour la voir malgré tout proche du Soleil. Donc l'équinoxe d'automne, premier paramètre très favorable. L'autre paramètre favorable, c'est que l'orbite de la Lune est inclinée un petit peu par rapport à ce plan de l'écliptique. Et donc la Lune peut se trouver au sud ou au nord de l'écliptique. Donc on peut avoir des conditions plus ou moins bonnes. Là, la Lune sera plusieurs degrés au nord de l'écliptique. Donc ça la rend encore plus dégagée de l'horizon, ça la rend encore plus à la verticale du Soleil. Donc on aura à ce moment-là les meilleures conditions de l'année pour voir une très vieille Lune. Vous allez voir à quoi ça ressemble, avec une disposition assez amusante comme on va le voir. Alors l'heure idéale, 6h30, c'est à ce moment-là, on a le Soleil
qui est encore à 10 degrés sous l'horizon. Alors 10 degrés, c'est une main fermée comme ça devant soi, donc un ciel encore assez sombre. Et la Lune à 10 degrés, elle, au-dessus de l'horizon. Donc une Lune déjà un petit peu dégagée des plus basses couches de l'atmosphère. Et donc ça devrait être la meilleure période pour voir cette très vieille Lune. Il faut simplement s'assurer la veille, avec dans la direction de la main comme ça, plein est, qu'il n'y ait pas d'obstacle dans cette direction. Alors voilà à quoi ça va ressembler, vous voyez, c'est quelque chose quand même d'assez rigolo. On a une espèce de petite gondole vénitienne là, avec ces petites cornes là, qui remontent, donc comme une espèce de petite barque posée sur l'océan pastel de l'Aube. Le ciel sera quand même un petit peu clair. Donc seulement 1 jour et demi de la nouvelle Lune. La nouvelle Lune, c'est le lendemain en soirée. Et une fraction visible, vous voyez, j'ai marqué inférieure à 4%. Donc c'est vraiment un petit cil posé comme ça, avec une disposition très étonnante. Donc voilà, c'est une des phases les plus originales de la lunaison qu'on pourra voir vraiment bien à ce moment-là. Alors en août, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus classique avec les incontournables étoiles filantes des Perséides. Avec des conditions particulières en 2019, vous entendrez peut-être dire que ce ne sera pas une année favorable pour les Perséides parce qu'il y aura une lune gibbeuse presque pleine qui va éclairer le ciel une grande partie de la nuit. Et ce que je voulais vous montrer, c'était qu'en fait, on va avoir, mine de rien, une petite fenêtre très très favorable en fin de nuit qu'il ne faudra pas manquer malgré tout. Cette petite fenêtre, elle aura lieu le matin du 13 août. La Lune, elle va nous laisser une petite heure de ciel sombre. Elle va se coucher une petite heure avant le début de l'aube. C'est pas beaucoup, mais c'est un excellent créneau parce que ça va correspondre au maximum d'activité de l'essaim des Perséides. Donc ça sera le moment idéal. C'est là où il y aura le plus d'étoiles filantes dans le ciel. Et puis, la deuxième chose, c'est que le radiant, le point d'où semblent émaner les Perséides, sera au plus haut dans le ciel. Vous voyez, il sera ici, très très haut, pas très loin du zénith, là, du point le plus haut du ciel. Donc il pourra pleuvoir des étoiles filantes un peu dans toutes les directions. Donc voilà, un petit créneau vers 4-5 heures du matin, le matin du 13 août, court mais intense a priori. Alors, vous voyez là sur cette capture d'écran Stellarium, on a l'activité de tous les essaims actifs à cette période, et vous voyez qu'il y a un peu encombrement, là, notamment au-dessus de l'horizon sud-ouest. Il y a pas mal d'autres essaims actifs. Alors, ils sont bien moins actifs que les Perséides, mais n'empêche que vu leur nombre, il n'est pas exclu qu'on ait quelques intrus. Alors, il faut regarder simplement la direction des étoiles filantes, si elles semblent provenir de Persée ou pas, si elles semblent partir du sud-ouest pour remonter vers le nord. Ce n'est pas une Perséide, c'est une étoile filante de l'un de ces essaims. Et puis, un autre petit aparté, je voulais vous montrer donc, avec cette illustration d'Emmanuel Delors. Vous savez que les étoiles filantes, ce sont des petits grains de poussière qui rentrent en collision avec la Terre et donc qui se consument en percutant notre atmosphère. Alors, c'est des vitesses, vous voyez, très, très impressionnantes. Alors, ça dépend du type d'essaim. Et donc, on a la Terre qui va à quelques 100 000 km/h sur son orbite. Les étoiles filantes aussi qui ont leur vitesse. Et donc, la collision se produit à des vitesses assez impressionnantes, de l'ordre de 60 km par seconde. Et c'est amusant de se rappeler que le phénomène, il a lieu donc, seulement, si je puis dire, vers 80 km d'altitude. Donc, nous, on lève les yeux vers les étoiles filantes. Mais il suffit d'aller dans la Station spatiale internationale. C'est simple, hein, vous demandez à Thomas Pesquet, il l'a fait. Et à ce moment-là, si vous êtes dans la Station spatiale internationale, vous baissez les yeux vers la Terre pour voir les étoiles filantes. Donc ça, quand on regarde les étoiles filantes, on peut se rappeler de la très faible distance par rapport aux astres en général. C'est un des phénomènes astronomiques les plus proches de nous. Bien, alors revenons au plancher des vaches. Voilà ce que ça peut donner. Alors pour moi, c'est vraiment un des plus beaux spectacles de la nature, d'une part parce que c'est un spectacle qui prend toute la voûte céleste. Donc on a cette immense voûte étoilée à 360 degrés au-dessus de nos têtes, et les étoiles filantes peuvent prendre toute la voûte céleste. Ça, c'est pas donné à tous les événements astronomiques. Et puis l'autre chose que je trouve vraiment très très chouette avec les étoiles filantes, c'est que
eh ben, rien n'est écrit à l'avance. On sait qu'il va y avoir des Perséides. On ne sait pas si elles vont passer au-dessus de l'horizon nord ou de l'horizon est. On ne sait pas si elles vont passer par le zénith pour aller vers le sud. Donc on est toujours surpris. Et ça, c'est vraiment magique. De pouvoir être surpris par des événements astronomiques, c'est quelque chose qu'on a la chance de vivre, qui est vraiment chouette. Voilà, alors un mot sur cette image qui date de 2016. Donc là, c'est 2 heures d'activité de l'essaim des Perséides retranscrites sur une seule image. Alors déjà, vous voyez sans doute le petit intrus qui est ici. Vous voyez la direction de cette étoile filante. Alors ça, je ne mettrai pas ma main à couper que c'est une Perséide. Et puis là, vous reconnaissez au premier plan peut-être, ça c'est les menhirs de Karnak. Alors cette image, je voulais vous dire un mot sur le premier plan parce que c'était vraiment beaucoup d'émotions cette nuit-là. Non seulement le spectacle des étoiles filantes, mais les champs de menhirs en été, ils sont clos et ils sont interdits au public. Donc la nuit, donc il m'a fallu franchir la clôture. Voilà. Et bon, ça, vous le répéterez pas. Ce que je savais pas, c'était qu'il y avait une camionnette de surveillance qui tournait toute la nuit autour des différents champs de menhirs. Donc ça, c'était quand même beaucoup moins agréable. Donc voilà, je suis resté discrètement caché derrière mes menhirs. Et puis je suis ressorti du champ une fois que la camionnette était partie voir ailleurs. Voilà. Donc et puis l'autre émotion, l'émotion la plus forte finalement, c'était que je vous assure que dans un lieu comme ça, avec le silence total de la nuit, on a vraiment l'impression de ressentir avec ces menhirs, de ressentir la présence de nos ancêtres. Et moi, j'imaginais leur étonnement devant des étoiles filantes comme ça. Il y avait vraiment quelque chose. C'était comme si les 6000 ans qui se sont écoulés depuis que ces pierres ont été érigées, c'était comme si c'était une étincelle. C'est une étincelle à l'échelle des temps cosmiques. Hein, c'est comme une étoile filante à l'échelle des temps cosmiques. Donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez avoir des émotions comme ça, vous pouvez aller passer une nuit sous les étoiles à Karnak. Alors, hors saison, les champs sont ouverts au public jour et nuit, donc il suffit d'y aller hors de la période estivale pour pas avoir ce stress. Voilà, c'est vraiment une expérience qui vaut le coup. Bien, alors, on arrive en juillet. En juillet, on va beaucoup fêter la Lune, puisque ça sera le 21 juillet, les 50 ans de la mission Apollo 11. Et je vous propose un petit face-à-face un peu particulier avec notre satellite à cette occasion. Alors tout d'abord, on va aussi fêter la Lune parce que la Lune sera à l'honneur le 16 juillet. Il y aura une éclipse partielle de Lune. Ça sera la 2e éclipse de Lune de l'année. La première aura lieu en janvier. Je vous en parlerai beaucoup plus à la fin parce que ça sera de loin la plus spectaculaire. Mais bon, le 16 juillet, une éclipse partielle n'a pas manqué en soirée. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder la Lune le 21 juillet à 3h56 du matin, précisément. C'est l'heure exacte où l'homme a foulé pour la première fois un astre autre que la Terre il y a 50 ans. Donc ça fera 50 ans exactement. Et donc ce face-à-face, vous pouvez le faire de 2 façons. La première que je vous propose, c'est une simple contemplation à l'œil nu. C'est quelque chose d'un peu poétique. C'est juste de rêver face à notre satellite, de méditer sur sa distance, de méditer sur le fait qu'il y a 50 ans, il y a des gens qui ont parcouru 400 000 km dans le vide pour arriver sur cet astre et s'y poser. Donc, et se rendre compte que malgré toute cette exploration lunaire, cette technologie, la Lune, elle fait toujours rêver. Hein. Quand on est face à la Lune, on a toujours une émotion et ça, c'est vraiment super. Voilà, la poésie restait intacte. Le deuxième face-à-face que je vous propose, c'est plus technique. Si vous avez un télescope, vous pouvez, à cette heure-là, profiter de l'occasion pour rechercher le plus précisément possible le site d'alunissage d'Apollo 11, la base de la tranquillité. Alors, l'image de la Lune que je vous ai montrée correspond bien à la phase ce jour-là. Je vous mets bien les bonnes phases. Donc vous voyez, la Lune, elle sera gibbeuse décroissante, comme ça. Elle sera plus ou moins au-dessus de l'horizon sud-ouest. Et donc la mer de la tranquillité, elle sera ici, je l'ai entourée ici, juste pas loin du terminateur lunaire. Et donc, voilà à l'œil nu ce que ça donne. Et puis, si on regarde d'un peu plus près,
Donc la mer de la Tranquillité, c'est cette mer-là. Donc on a un trio de cratères ici qui est connu des observateurs de la Lune, Cyril, Théophile et Catherine. Et notre base de la Tranquillité va être quelque part par là, au sud de la mer de la Tranquillité. Alors pour voir ça de plus près, il va falloir chercher à grossir pas mal. Donc grossir autant que la Lune le supporte et que votre instrument le supporte. Typiquement, c'est 2 fois le diamètre de votre télescope exprimé en millimètres. Donc si vous avez un télescope de 10 cm d'ouverture, ça fait 100 mm d'ouverture, vous poussez le grossissement à 200 fois. Et alors bien sûr, la vision est inversée dans un télescope. Donc là, attention, du coup, le sud se retrouve en haut comme dans l'oculaire d'un télescope. Et vous allez tenter de localiser. Alors là, il y a un duo de cratères qui se ressemblent, qui font 30 km de diamètre. Lui, c'est Sabine. Vous partez plein ouest, comme ça, et vous allez chercher un petit trio de cratères, Aldrin, Collins et Armstrong, donc, qui ont été nommés après les explorations lunaires. Ce sont des petits cratères. Les 2 premiers font 3 km de diamètre. 3 km à la distance de 400 000 km, c'est pas grand. Armstrong fait 5 km, donc c'est pour ça qu'il faut quand même grossir un petit peu. Et si vous arrivez à identifier ces 3 petits cratères alignés, et ben à partir de là, c'est tout simple. Vous regardez juste au-dessus de Collins, là où est mon pointeur laser, c'est la base de la Tranquillité, c'est l'endroit exact où se sont posés les astronautes d'Apollo 11. Voilà. Si vous avez un télescope un peu plus gros que 10 cm d'ouverture, vous pouvez essayer de chercher des cratères encore plus petits ici qui forment une espèce de petit triangle rectangle. Et à la pointe du triangle, là, encore une fois, là, avec le triangle et Collins, vous avez la localisation précise, autant que nos moyens d'amateurs le permettent, de la base de la Tranquillité. Alors voilà la base de la Tranquillité, c'est ça la base de la Tranquillité. Hein. Et donc, quelle que soit votre exploration lunaire, votre face-à-face, cette nuit du 21 juillet, vous pouvez vraiment, c'est vraiment le moment ou jamais de repenser à ces images extraordinaires d'hommes qui foulent un sol extraterrestre. Moi, je trouve ça assez incroyable. Il n'y a pas d'atmosphère, vous voyez, il fait nuit en plein jour, le ciel est noir, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'air. Et les gens, ouais. Nos 2 astronautes s'y promènent, se prennent en photo, etc. Voilà, donc, un moment pour se poser, un petit face-à-face intimiste avec la Lune, pour rêver un petit peu de cette exploration lunaire, pour chercher à localiser aussi la base de la Tranquillité. Et puis, à l'occasion de ce 50e anniversaire d'Apollo 11, vous pourrez profiter de cette occasion pour partager votre passion avec les gens. Alors ça, c'est complètement différent de notre face-à-face intimiste. Là pour le coup, c'est se frotter un petit peu aux gens. C'est l'idée d'un collectif d'amateurs, en fait, qui est porté par Sylvain Boulet. C'est de profiter du battage médiatique qu'il va y avoir là-dessus pour essayer de faire naître des vocations, de faire naître des passions pour l'astronomie. Alors, l'idée, c'est de montrer la Lune aux gens à l'occasion de cet anniversaire. Alors, pas le 21 juillet à 3h56 du matin, parce que c'est réservé à vous, et puis de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de monde dans les rues à 4h du matin. L'idée, donc, c'est de faire ça le week-end des 12 et 13 juillet. La Lune sera visible le soir, donc ça sera un bon moment. Et vous sortez votre télescope où vous soyez dans la rue, à côté de chez vous, et vous proposez aux gens, qui vont être surpris de voir ça sur le trottoir, vous proposez aux gens de regarder la Lune. Donc c'est l'idée de On the Moon Again. C'est quelque chose qui se veut vraiment mondial. Donc l'idée, c'est que ça se fasse dans tous les pays à ce moment-là, qu'il y ait vraiment quelque chose d'ampleur qui se crée. Donc vous pouvez y prendre part. N'hésitez pas à y prendre part avec votre télescope. Voilà, vous avez quelques informations là-dessus. Et vous, qui êtes venu à cette présentation, vous pourrez même montrer aux gens non seulement la Lune, mais vous pourrez montrer la base de la Tranquillité au-dessus de Collins à l'oculaire. Et là, vous devriez avoir beaucoup de succès. En mai, alors on va regarder quelque chose. Alors c'est pas la Lune, hein, il y a une vague ressemblance, mais bon, vous voyez que c'est un peu plus sphérique. Ça, c'est une planète naine en mai. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de la visibilité des planètes naines. Vous avez entendu parler de ces corps qui n'ont pas fait le vide sur leur orbite, donc ils ne peuvent pas avoir la dénomination de planète. La planète naine que je vous propose d'observer en mai, elle est visible dans des jumelles, simplement dans des jumelles. C'est l'astéroïde Cérès.
Cérès, c'est le seul objet de la ceinture d'astéroïdes qui soit sphérique. Il fait presque 1000 km de diamètre. Donc, du coup, c'est le seul astéroïde qui puisse avoir le qualificatif de planète naine. On va très bien voir Cérès en mai parce qu'il va être à l'opposition. Donc, on aura le Soleil, la Terre et Cérès alignés. Ça veut dire que la distance Terre-Cérès sera minimale et donc on va pouvoir voir une planète naine aux jumelles pendant la deuxième quinzaine de mai. Je vais vous montrer ça. Alors, pas comme ça. Hein. Ça, c'est une image de la sonde Dawn qui est en orbite autour de Cérès depuis 2015. Ça sera un petit point lumineux, mais ça sera déjà assez extraordinaire si vous n'avez jamais vu de planète naine aux jumelles. Alors, au passage, un petit survol par la ceinture d'astéroïdes. Ça, c'est une vue d'artiste. Hein. Juste pour vous donner un petit peu le gigantisme de cette ceinture d'astéroïdes, il y aurait quelque chose comme 1 million de corps d'une taille supérieure au kilomètre. Donc vous imaginez, vous faites 1 kilomètre à pied, ça fait déjà des beaux cailloux, plus d'1 million de corps gros comme ça. Et puis on considère que quand on diminue la distance, quand on diminue le diamètre, quand on diminue la taille d'un facteur 10, on augmente le nombre d'objets d'un facteur 100. Donc ça, un petit calcul, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose comme 1000 milliards d'astéroïdes d'une taille supérieure au mètre. Donc, voilà. Et la ceinture d'astéroïdes, donc elle est entre 2 et 4 fois la distance Terre-Soleil pour sa zone la plus concentrée, entre les orbites de Mars et de Jupiter. Et donc Cérès, c'est le plus gros objet qui se balade là-dedans, la seule planète naine de cette zone. Alors comment on va trouver cette planète naine? Donc je vous ai dit qu'il fallait regarder pendant la deuxième quinzaine de mai, ça va être la période de son opposition. Il faudra regarder au-dessus de l'horizon sud et en milieu de nuit, donc entre minuit et 2 heures du matin, typiquement. Et ce qu'on va avoir au-dessus de l'horizon sud, l'astre le plus lumineux, là, c'est Jupiter, qui sera très bien visible. Et on cherchera à repérer la constellation du Scorpion, un peu à l'ouest, avec notamment une étoile assez brillante, moins que Jupiter, mais quand même assez brillante, d'une petite teinte un petit peu orangée, qui s'appelle Antares, l'étoile principale du Scorpion. Et à partir de là, on peut chercher à identifier un peu la constellation. Notamment, on a 3 étoiles ici un peu en éventail qui forment les pinces de l'animal. Et puis le corps de l'animal, là, il plonge vers l'horizon. Alors, à part vraiment dans le sud de la France, on a du mal à voir le reste de la constellation et notamment le dard du Scorpion, là, qui n'émerge pas vraiment. Mais en tout cas, si vous, à ce moment-là, quand vous regardez le Scorpion, vous arrivez à bien voir à l'œil nu au moins les 3 étoiles des pinces, c'est que votre ciel est suffisamment correct pour arriver à voir la planète naine Cérès aux jumelles. Alors comment on fait? On cherche, donc on repère Antares ici, donc la vision un peu plus grossie, les étoiles là, des pinces du Scorpion, très bien visibles. Et puis au-dessus d'Antares, à la verticale, plein nord, on a 3 étoiles. Donc, bon, je ne veux pas dire que c'est une réplique des pinces parce que vous voyez qu'elles ne sont pas disposées tout à fait pareilles, elles sont un peu moins lumineuses. Mais voilà, vous cherchez à voir cet alignement de 3 étoiles au-dessus d'Antares, aux jumelles. Et Cérès va se balader dans cette zone-là. Il va passer d'est en ouest entre les 2 étoiles du haut, ici. Et il sera même à peu près aligné au milieu de ce segment dans la nuit du 23 au 24 mai. Donc c'est cette image que je vous ai représentée. Et alors, si vous arrivez à voir dans vos jumelles 3 petits points lumineux entre les 2 étoiles, ces 2 étoiles-ci, elles font magnitude 4. Alors pour les connaisseurs, magnitude 4, si le ciel est bon, c'est bien visible à l'œil nu. Voilà. Et donc, aux jumelles, en tout cas, on ne peut pas les manquer. Et si vous voyez 3 petits points, et ben, votre observation d'une planète naine, elle est réussie parce que le petit point du haut, c'est pas une étoile, c'est une planète naine. Donc vous pouvez faire l'observation, vous montrez ça à un ami, ça grouille de petits points dans le champ de jumelles, puis vous lui dites, vous voyez le petit point ici, là, le petit point en haut du triangle, ben, c'est pas une étoile, c'est une planète naine. Et ben là, vous pouvez aussi avoir un bel effet de surprise. Voilà. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez pousser encore plus loin cette observation en essayant de voir le déplacement de cette planète naine devant les étoiles. Alors, devant les étoiles, on y reviendra à ces notions de distance juste après. On va refaire une petite maquette amusante. Mais donc, on peut voir le déplacement de Cérès
de nuit en nuit, il est suffisamment marqué pour qu'aux jumelles, on voit Cérès se déplacer de nuit en nuit par rapport aux étoiles. Donc vous pouvez renouveler votre observation la nuit suivante, vous pouvez renouveler votre observation quelques nuits plus tard, et donc vous verrez Cérès aller vers l'ouest. Donc ça, c'est un mouvement qu'on appelle rétrograde, hein, comme Cérès est à l'opposition, à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. La Terre va plus vite que lui sur son orbite, et donc double un petit peu cette planète naine. Et donc le mouvement apparent de Cérès vu de la Terre, c'est qu'il recule vers l'ouest. Bien, voilà. Donc l'image que j'ai choisi de vous montrer pour montrer le déplacement de cette planète naine, c'est 5 jours plus tard, enfin 5 nuits plus tard, plus exactement. Et donc vous voyez, je vous laisse deviner, vous voyez la configuration qui a complètement changé, notre petit triangle qui s'est complètement métamorphosé. Et donc je pense que vous arrivez à reconnaître que Cérès, en 5 jours, il est passé là. Donc vous voyez un déplacement apparent qui est très marqué, qu'on voit de nuit en nuit aux jumelles. Si on l'observe au télescope, c'est mieux que ça. On voit la planète naine bouger d'heure en heure, hein, par rapport aux étoiles en grossissant davantage à travers un télescope. Bien, alors je vous parlais de planètes devant les étoiles. C'est quelque chose d'assez vague, donc je vous propose de refaire cette petite maquette dans laquelle on réduit le Soleil à 1 mm de taille. On l'a déjà fait tout à l'heure pour le transit de Mercure. Donc un petit grain de sable d'1 millimètre. On met la Terre, donc on a vu tout à l'heure, à 10 cm de là. Voilà. Alors la Terre, elle est 100 fois plus petite que le Soleil, hein, donc ça veut dire que pour représenter la Terre, 1/100 de millimètre, on ne va pas y arriver, c'est 10 microns. Donc on peut représenter l'orbite de la Terre, mais c'est tout. Et Cérès donc, sera derrière la Terre, 16 cm plus loin, il sera à 26 cm du Soleil. Et bon, je vous ai dit à peine 1000 km de diamètre, donc là encore, pour représenter Cérès, ce n'est pas possible, là, c'est quelque chose de moins d'1 micron. Donc on peut représenter son orbite dans la maquette. Et voilà. Et donc derrière nos objets du système solaire, on a les étoiles du Scorpion. Les étoiles du Scorpion, en particulier Antares, sont beaucoup plus loin que ça. Et Antares, on peut commencer par elle, c'est une grosse étoile. Je vous avais dit tout à l'heure, en regardant la taille du Soleil par rapport à Mercure, ça paraissait impressionnant. C'est une petite étoile. Antares, pour le coup, c'est une grosse étoile. À l'échelle du grain de sable Soleil, il faut un ballon de basket pour représenter Antares à l'échelle. Donc vous voyez, une grosse étoile, ce que c'est, et une petite étoile, ce que c'est. Et le ballon de basket, donc il faut faire 4000 km pour aller positionner Antares à l'échelle de notre maquette. Donc vous voyez quelque chose de très impressionnant. Et voilà, 4000 km. Et les autres étoiles du Scorpion, notamment les étoiles des pinces du Scorpion, demeurent, elles sont à peu près à la même distance qu'Antares, donc quelques 500, 600 années-lumière. Donc c'est quand même pas les étoiles les plus proches visibles à l'œil nu. Les étoiles les plus proches à l'œil nu, notamment Alpha du Centaure à 4 années-lumière, il y en a des plus proches que ça. Voilà. Et quand même, pour qu'elles demeurent bien visibles à l'œil nu, et c'est quand même des étoiles qui illuminent beaucoup, qui radient beaucoup. Et voilà, j'ai mis la taille d'une prune, typiquement, disséminée dans la corne de l'Afrique, et on fait notre maquette du Scorpion comme ça à l'échelle. Ok, alors je vais accélérer un petit peu dans le ciel de printemps. Une observation qui change un peu des phénomènes d'éphémérides, c'est de visiter l'immense continent de l'Aniakea, dont vous avez entendu parler. C'est cette espèce de grosse structure jaune, là, gigantesque. C'est la plus grosse superstructure qu'englobe la Voie lactée. Vous voyez les dimensions, 500 millions d'années-lumière, donc quelque chose de très très grand par rapport à la distance Soleil-Antares, là, de 500 années-lumière, 1 million de fois plus grand. Donc là, on laisse tomber notre maquette, on ne peut plus représenter des distances pareilles. Et je vous propose d'observer cette superstructure, là encore, simplement aux jumelles. On peut y arriver aux jumelles. Et notamment, on va regarder cette région ici, une des régions les plus lumineuses de l'Aniakea. Donc vous voyez les galaxies réparties dans l'univers, non pas de façon homogène, mais dans ces espèces de filaments. Ça, c'est une simulation numérique qui montre ça. Et ce filament-là, eh ben, ce n'est pas quelque chose d'irréel, ce n'est pas quelque chose qui est juste dans un ordinateur. C'est quelque chose qu'on voit dans le ciel et qu'on peut voir aux jumelles. Cette zone très brillante, là, c'est ce qu'on appelle l'amas de la Vierge. C'est quelque chose qui a 50 millions d'années-lumière. Donc on peut voir à 50 millions d'années-lumière un morceau de l'Aniakea aux jumelles. Alors pour identifier la zone où elle se situe, il faut repérer
La constellation de la Vierge, alors on a l'étoile Spica, là, donc au printemps vers le sud, qui est une des seules étoiles brillantes de la zone. On a un petit losange. Et puis, avec les étoiles principales de la Vierge, on repère aussi le Lion. Alors le Lion, les étoiles principales, elles font un quadrilatère là, qui ressemble un peu à un sabot de fer à repasser, avec les étoiles un peu plus petites en arc qui font le manche. Donc voilà, on a notre fer à repasser du Lion. Et donc on regarde ici, entre l'étoile à la pointe de la Vierge vient de Miatrix et l'étoile à la pointe du fer à repasser du Lion des Nébolas. C'est un champ qui est assez pauvre en étoiles. Et donc ce qu'on va trouver aux jumelles dans ce champ, alors il faut un bon ciel à la campagne, hein, ce n'est pas une observation qu'on fait en région parisienne, ce n'est pas une observation qu'on fait quand il y a la Lune dans le ciel. Ça ressemble un peu à ça, vous voyez. C'est une image que j'ai faite avec un téléobjectif, donc pour avoir un champ un peu comparable au champ de jumelles, avec une dimension d'objet un peu comparable à ce qu'on a dans des jumelles. On voit des petites taches floues. Alors vous voyez ici, il y a des petites taches floues, c'est le cœur de l'amas de la Vierge, M84, M86. On en a une autre ici, M87, je ne vais pas toutes les nommer, mais avec des jumelles de 50 mm de diamètre, vous pouvez déjà avoir une bonne dizaine de petites taches lumineuses. Voilà, donc une observation dans le ciel de printemps qui change des éphémérides. Voir un bout de l'Aniakea à 50 millions d'années-lumière, c'est quand même vertigineux, simplement avec des jumelles. En mars, on va avoir un des plus beaux rapprochements planétaires de l'année, avec 3 planètes et la Lune qui vont être disposées en enfilade dans le ciel du matin et qui vont matérialiser parfaitement la ligne invisible de l'écliptique, comme ça. Donc je vous le fais comme ça. Donc vraiment un bel alignement le long de l'écliptique. On va voir ce que c'est que l'écliptique, la route de la Lune et du Soleil et des planètes. Ce qu'on ne voit pas bien, c'est l'éloignement respectif de ces astres. La Lune est à 400 000 km. Vénus sera à 150 millions de kilomètres de nous à ce moment-là, une unité astronomique, la distance Terre-Soleil. Saturne à 5 unités astronomiques et Jupiter à 10 unités astronomiques. J'ai inversé. Jupiter, pardon, je recommence, à 5 unités astronomiques. Et Saturne, qui est la planète la plus lointaine, bien visible à l'œil nu, à 10 unités astronomiques. À l'échelle de notre maquette, une dernière fois, le grain de sable Soleil à d'1 millimètre. La Terre à 10 cm, Jupiter à 50 cm, Saturne à 1 mètre. Et si on veut aller jusqu'au bout et faire notre système solaire, la dernière planète, Neptune, on la met à 3 mètres. Donc notre système solaire, c'est un disque de 6 mètres de diamètre avec au centre le petit grain de sable Soleil. Et les étoiles derrière, donc on en a déjà parlé, les étoiles du Scorpion, à 4000 km de notre système solaire. Il y en a des beaucoup plus proches, je vous parlais d'Alpha du Centaure. On peut presque aller la poser à pied. Le petit grain de sable d'Alpha du Centaure, il suffit de faire 30 km pour avoir la première étoile. Et on en a aussi une assez proche ici, c'est Altaïr. Elle est à 17 années-lumière. Donc elle, j'ai calculé, il faut la placer à peu près 100 km de notre système solaire miniature. Voilà donc un beau spectacle en mars qui donnera à méditer sur les distances dans le système solaire. Je vous ai montré... Donc les planètes, c'est des points à l'œil nu, donc leur taille apparente est beaucoup plus faible que la Lune. Je vous ai montré ici à l'échelle à quel point elles étaient plus petites que la Lune, quand on grossissait quand même un tout petit peu. Et j'ai fait le pari que la vision que j'ai, moi, à la distance de mon écran, vous donne à peu près la même taille apparente que ce que vous avez dans la salle. Donc, bon, entre le fond et le devant de la salle, c'est pas tout à fait vrai, mais grossièrement, au milieu de la salle, c'est quelque chose comme 20 fois de grossissement. Vous voyez qu'il y a 20 fois de grossissement. On reconnaît un tout petit peu la nature planétaire des astres, mais c'est insuffisant comme grossissement pour bien voir les planètes. Donc des grosses jumelles qui grossissent 20 fois, ce n'est pas suffisant pour bien voir les planètes. Donc on a Vénus, Jupiter et Saturne, on ne reconnaît pratiquement rien. Si vous pouvez grossir 80 fois, vous voyez que la taille apparente devient plus intéressante. Il faut pouvoir grossir, il faut pouvoir avoir une image très nette à 80 fois. Ça veut dire qu'il faut que votre instrument supporte parfaitement ce grossissement. Et pour les planètes, on considère qu'il ne faut pas grossir plus d'1 fois le diamètre en millimètres. Ça veut dire qu'il faut une lunette d'au moins 80 mm de diamètre pour pouvoir avoir ce grossissement de 80 fois. Et là, vous voyez qu'à ce moment-là, on commence à voir des choses intéressantes. Des petites failles sur la Lune, la face de Vénus, les bandes nuageuses de Jupiter, les anneaux de Saturne qui commencent à bien se dévoiler. Et si vous pouvez grossir 200 fois, vous voyez que le diamètre apparent devient assez intéressant. J'ai quand même l'impression que c'est plus... pour le fond de la salle, la bonne taille apparente que pour le premier rang, mais bon, c'est pas très grave.
vous commencez à 200 fois de grossissement à avoir des détails sur les planètes, des détails dans les bandes nuageuses de Jupiter, dans les anneaux de Saturne. Et là encore, pour supporter un grossissement comme ça veut dire qu'il vous faut un télescope d'au moins 200 mm de diamètre. Donc pour faire de l'observation planétaire, on commence à voir des détails fins sur les planètes, plutôt 200 mm. Bien, alors très vite, le dernier événement de l'année 2019, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est aussi pour ça que je suis parti à l'envers dans ma présentation. C'est pour terminer par quelque chose qui va venir vite, qui va arriver bientôt, le 21 janvier, une éclipse totale de Lune. Donc il y a un très beau spectacle. Alors, vous savez comment ça se passe, je vais passer vite là-dessus. La Lune est parfaitement dans le plan de l'écliptique, la pleine Lune est parfaitement dans le plan de l'écliptique, à tel point qu'elle passe dans le cône d'ombre de la Terre. Et demeure visible, bien qu'étant dans le cône d'ombre de la Terre, parce que la Terre a une atmosphère, et cette atmosphère, elle dévie les rayons lumineux du Soleil vers l'intérieur du cône d'ombre, c'est ce qu'on appelle la réfraction atmosphérique. Et puis elle joue le rôle de filtre aussi, elle retient le bleu, c'est ce qui fait le bleu du ciel, et elle laisse passer le rouge. Et donc finalement, le cône d'ombre de la Terre baigne dans une lumière rouge qui fait cette magnifique couleur pendant les éclipses totales. Alors, cette éclipse, vous reverrez dans l'almanach, c'est pour les lève-tôt, hein, donc ça c'est le petit bémol, il faut être dehors, vous voyez, à partir de 4h30 du matin, un 21 janvier, c'est pas forcément super agréable. Par contre, des bonnes conditions de visibilité, avec la Lune encore haute au maximum de la totalité, et puis une fin d'éclipse peut-être plus difficile, avec la Lune plus basse, mais comme en même temps le Soleil remonte sous l'horizon, donc on aura l'aube naissante qui va illuminer de nouveau le paysage, et on peut avoir des belles phases partielles au-dessus d'un paysage, donc une fin d'éclipse quand même chouette. Voilà, donc ça c'est ma dernière image. Pour finir, le spectacle d'une éclipse de lune, même à l'œil nu, on peut très bien voir une éclipse de lune à l'œil nu. Donc c'est vraiment le spectacle de la mécanique céleste en action. On a la rotation de la Terre qu'entraîne la Lune d'est en ouest, donc ça sera un peu comme ça aussi au-dessus de l'horizon ouest. Et puis surtout, vous voyez, donc ça c'est un chapelet que j'avais fait en septembre 2015. Ça me rappelle un peu Let's Moon Again. Je vais rallonger encore un peu, c'est pas grave. J'étais sur le boulevard des Invalides, il y avait des badauds qui passaient, alors c'est pareil, c'était 4h du matin, il n'y avait pas grand monde. Je vous assure, les gens, ils ne savaient pas qu'il y avait une éclipse de lune, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une éclipse de lune, et ils étaient surpris de voir, ils regardaient un peu ce que je bricolais, ils regardaient la direction de mon appareil photo, ils voyaient la lune éclipsée au-dessus des Invalides, et c'était amusant de voir cette surprise. Il y a quelqu'un, il a sorti son smartphone pour faire une photo précipitamment, comme si ça allait disparaître. Donc c'est amusant de voir, même une éclipse de lune comme ça, même annoncée dans les médias, les gens ne sont pas forcément au courant. Donc peut-être qu'avec On the Moon Again, on pourra faire naître des vocations et intéresser davantage les gens. Voilà. Et donc, pour terminer, cette mécanique céleste en action, pour moi, c'est un peu comme le transit de Mercure. Ce qui est vraiment fantastique, c'est de voir, certes, le mouvement de la Terre qu'entraîne la Lune dans cette trajectoire d'est en ouest, mais le mouvement propre de la Lune qui l'a fait entrer dans l'ombre de la Terre, qui l'a fait plonger, vous voyez, au fil du temps qui passe, et elle est de plus en plus grignotée. Ça, c'est le mouvement propre de la Lune qui l'emmène dans le cône d'ombre de la Terre en continu. Ensuite, la Lune est totalement éclipsée. Il y a encore des jeux de lumière sur le disque lunaire, et puis elle ressort. Et donc, ça change en continu, le mouvement de la Lune visible en continu, mais ça dure en même temps. Typiquement, les phases partielles, ici 1 heure, la totalité 1 heure, encore 1 heure après. Donc, c'est un des privilèges qu'on a en regardant le ciel, c'est qu'on prend le temps de s'émerveiller. Donc, que ce soit des essaims d'étoiles filantes, que ce soit des éclipses, que ce soit localiser une petite planète naine, on prend le temps d'être en contact avec la nature, et ça, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est quand même un sacré privilège. Voilà, je ne fais pas la pub de mes bouquins encore une fois. Je vous remercie de ne pas être allé voir le Big Bang qu'on ne peut pas voir. Et je voulais juste, par contre, si vous avez encore 5 minutes, ce que je peux vous faire, c'est un petit générique de fin. Vous avez supporté mes pages de pub sans rien dire. Donc, vous pouvez avoir, pour la peine, comme à la télé aussi, un petit générique avec quelques-unes de mes photos en musique. Ça dure 5 minutes. Et après, on peut se retrouver sur le stand d'AskProSurf pour toutes les questions que vous aurez vis-à-vis de ça. Merci.